Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en public, en direct, à l'occasion de cette deuxième édition de Planète Entreprise. Nous allons tout de suite commencer nos travaux. Et mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre intervenant. Alors je vous le présente, Gabriel Chapiro, c'est à la fois le directeur des stratégies d'une grande agence, il va se présenter dans quelques instants. C'est un auteur charismatique. Il a aussi une activité également dans le théâtre, puisqu'il va produire en début d'année prochaine sur Paris une pièce de théâtre au Théâtre du Gymnase sur le monde de la communication. L'homme est un peu le poil à gratter de notre profession. Il en explore les nouveaux territoires. Mesdames et messieurs, je vous incite à réserver un accueil chaleureux à Gabriel Chapiro, l'auteur de l'Inbound Marketing. Gabriel, c'est parti. Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous d'abord. Je suis ravi d'être à Casablanca, que je connais, et c'est toujours un plaisir de ressentir l'extrême hospitalité des Marocains et de Casablanca. Donc, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une nouvelle approche. En fait, je ne suis pas le premier à l'avoir imaginé, je suis le second. Le premier s'appelle Brian Halligan. C'est un patron d'une boîte de Boston qui s'appelle HubSpot. Et c'est lui qui a imaginé l'inbound marketing. Alors, juste un mot, pourquoi le mot inbound, qui veut dire comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher, ce qui permet aux startups, aux PME de fleurir sans avoir des investissements énormes en communication. Eh bien, Brian Halligan, qui m'a invité à Boston, puisque lui, il a écrit un livre en anglais, et d'ailleurs, je remettrai à l'organisation un document. Il y a une société d'études qui a relevé les 6 bouquins à lire dans cet univers. Bon, si je me permets de le dire, c'est que le mien figure parmi les 6, mais effectivement, Brian Halligan, en face de son bureau, il y a un métro. Et quand on est à Boston, quand on entre dans le métro à Boston, il y a écrit « inbound ». Et quand on sort du métro, il y a écrit « outbound ». Alors, Brian Halligan, dans son imaginaire, a dit « puisque les gens qui entrent dans le métro, où c'est écrit « inbound », ils le font parce qu'ils le veulent bien. Donc, ils le font volontairement. Et bien évidemment, après, quand ils sortent, où il y a écrit « outbound », il faut effectivement inciter les gens à sortir. Et donc, ça vient de lui. Ce mot « inbound », c'est de tout faire pour que volontairement, votre client prenne la décision par lui-même d'avoir envie d'en savoir plus sur votre firme. Et donc, ça change tout. Ça change tout parce que avant, effectivement, les gens étaient habitués à recevoir des informations de manière assez intrusive, de manière assez harcelante. Et aujourd'hui, vous le comprenez bien, il y a un changement complet de paradigme, en ce sens que les gens, ils en ont assez. Ils en ont assez de recevoir de l'information qu'ils ne désirent pas. Et donc, comment faire pour inciter les gens volontairement à venir à vous sans avoir à les chercher? Et deuxième élément très intéressant qualitativement, si les gens d'eux-mêmes viennent à vous, eh bien vous êtes quelque part en position de force, d'une manière, je dirais, psychologique, puisque vous n'avez pas à les chercher, à les harceler. Et donc aujourd'hui, je vais me permettre de vous proposer cette démarche. Je vais vous inviter également peut-être un jour à acheter mon bouquin, parce que vous savez que nous avons un nouveau président qui s'appelle Emmanuel Macron, et il va augmenter la CSG, qui est un impôt en France, qui est quand même un peu douloureux. Alors si vous achetez mon bouquin, je gagne 2 € par bouquin, ce qui me permettra de payer la CSG que notre nouveau jeune président va bientôt imposer aux Français. Voilà. On est un peu masochiste. Nous, on vote pour les gens qui nous demandent des impôts. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous présenter l'inbound marketing. Et ce qui est important, c'est ce qui est écrit, c'est un nouvel état d'esprit. Pourquoi un nouvel état d'esprit? Parce que, mesdames et messieurs, ce qui me paraît aujourd'hui déjà un peu iconoclaste, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. Ça change tout. C'est-à-dire qu'on a passé des années à dire « il faut répondre à la demande ». Eh bien non, bullshit, comme je dis. Il faut arriver à faire en sorte que votre capacité à offrir de nouvelles idées, à proposer de nouvelles prestations, à proposer de nouveaux produits, incite les gens à considérer votre démarche
comme un besoin. Et d'ailleurs, il y a des exemples qui pullulent. Croyez-vous que Apple a fait des études de besoin pour inventer les tablettes, pour inventer les iPhones? Nespresso n'a jamais fait d'études de besoin pour inventer tous ces produits qui aujourd'hui font florès. Donc, cette démarche qui, évidemment, est nouvelle, où l'offre précède la demande, ce qu'on ne faisait jamais. Et on ne le faisait jamais, pourquoi? Parce que nous avions face à nous un gourou. Les anciens étudiants d'école de commerce ou les directeurs du marketing se souviennent bien sûr du poids justifié de Kotler, Philippe Kotler, qui était le dieu du marketing. Alors, vous voyez, moi aussi, comme tout le monde, quand j'étais étudiant, une vingtaine d'années, eh bien, regardez, j'avais ce livre que j'ai feuilleté. En plus, il était en anglais, vous voyez, pour se payer par cœur ces pages-là, c'était vraiment un pinsomme. Le Kotler, le fameux Kotler. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire un geste iconoclaste et de foutre le Kotler à la poubelle. Car je vais essayer de vous convaincre ou de vous amener à réfléchir à ce que cette démarche kotlérienne, qui avait toute sa place, et je me suis permis de mettre cette photo qui ainsi illustre ma position. Kotler, qui est un formidable bonhomme, je l'ai même rencontré aux États-Unis, c'est le chantre de la réponse aux besoins. De la réponse aux besoins, qu'ailleurs, dans toutes les boîtes, lorsque vous lancez un produit, qu'est-ce que vous faites? Une étude de besoin. Pourquoi voulez-vous telle ou telle chose? Pourquoi avez-vous besoin, etc. Mais quand vous faites qu'une étude de besoin, mesdames et messieurs, je peux vous dire que vous faites comme votre concurrent. Parce que le concurrent, il a fait aussi une étude de besoin. Et il est arrivé aux mêmes conclusions. Et alors, il fait la même politique. Et vous êtes dans un état exaspéré de concurrence. Parce que le concurrent faisant plus ou moins la même chose, qu'est-ce qui vous reste? À être encore meilleur, à faire des produits encore plus valorisants et, bien sûr, à baisser les prix. Oh, quelle fatigue! Alors, c'est pour ça que je voudrais vous inviter à une nouvelle réflexion. D'abord, dans la vie aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamental. C'est Internet. Aujourd'hui, comme je le dis souvent lorsque je donne des conférences à des vendeurs, je dis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de chasseurs, vous devez devenir gibier. C'est-à-dire que le client qui vient de vous voir, qui veut acheter n'importe quel produit ou n'importe quelle prestation, il en sait autant que le vendeur. Alors vous n'allez pas recommencer l'analyse transactionnelle de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas, du professeur par rapport à l'élève, du parent par rapport à l'enfant. Celui qui vient vous voir, il en sait autant que vous. C'est pour ça qu'au lieu de mettre l'accent sur un circuit de décision, moi, je vous invite à mettre l'accent sur un circuit d'influence. C'est par l'influence que vous allez décider. Et vous savez bien, quand quelqu'un vous recommande un produit de votre famille, de vos collègues, eh bien, vous êtes plus tenté à l'acheter que si un vendeur vous avait harcelé. Alors, ce circuit-là, c'est celui que je vous propose d'investiguer, et en premier lieu, les ambassadeurs. J'ai même vu ici des stands où on parle des ambassadeurs de marque. Oui, arriver à trouver un certain nombre de clients complètement picousés à votre marque. Hein. Vous savez bien qu'il y a les excités d'Adidas, il y a les excités de Nike, il y a les excités de tel ou de Sony, etc. Eh bien, si vous arrivez à créer une communauté, et ce terme est très important, eh bien, c'est par cette communauté que vous allez réussir parce qu'elle va propager votre message et votre marque. Donc c'est très important que quand vous avez à imaginer une politique de communication, ça vous coûtera d'ailleurs moins cher, essayez d'abord de ressentir quels sont les ambassadeurs de marque, c'est-à-dire les clients qui vous sont les plus fidèles. Ensuite, les early adopters, ça c'est un terme américain que j'ai pris à Brian Halligan, c'est-à-dire ceux qui viennent d'acheter chez vous ou ceux qui viennent de tester votre produit. Fantastique cible qu'on oublie souvent. Parce qu'eux, ils viennent d'acheter votre produit. Il n'y a qu'une seule alternative. Ou ils ont aimé, ou ils n'ont pas aimé. Alors, s'ils n'ont pas aimé, je peux vous dire, vous avez non seulement perdu, mais ils vont faire du buzz. Donc, ce que j'appelle, il faut que vous arriviez à créer une communication que j'appelle la communication... Ah, il y a d'autres bruits. Une communication du bon choix. Et c'est à vous à ressentir comment je vais faire pour inciter ceux qui viennent d'acheter de renouveler son achat et surtout
d'avoir ce sentiment de faire partie de la famille, de faire partie d'un club. Ensuite, comme vous voyez, il y a les influenceurs, il y a tous ceux qui, parmi ceux que vous connaissez, que ce soit les journalistes, que ce soit les syndicats, que ce soit les clubs, que ce soit tous ceux qui entourent votre firme, il convient de mettre en œuvre une stratégie, souvent de relations presse, pour pouvoir faire en sorte que le buzz soit positif. Et ensuite, les décideurs et les utilisateurs. Mais ce qui est important, c'est de penser, à mon sens, votre stratégie de marketing selon le circuit d'influence et non pas, comme on faisait avant, le circuit de décision. Bon, il y a plusieurs intervenants. Alors, premièrement, eh bien, il faut arrêter l'outbound marketing. Je pense que vous devez tous subir parfois des emailing intrusifs, un courrier, du marketing direct non désiré. Vous participez parfois à des salons, vous ne savez même plus pourquoi. En France, il y a un énorme salon qui s'appelle Batimat. Je connais beaucoup de clients qui participent à Batimat, ils ne savent même plus pourquoi. Bon, ils se disent comme ça, je vais rester 3 jours à Paris, c'est déjà pas mal. Mais au fond, ils ne savent même plus pour quelles raisons ils dépensent des sommes folles pour participer à ce salon. Ensuite, effectivement, vous avez reçu souvent des appels téléphoniques d'une jeune fille très sympathique, très agréable, très ouverte, et qui, à force de vous parler avec une voix suave, vous acceptez le rendez-vous, parce que vous ne savez pas comment faire. Et puis la veille du rendez-vous, vous l'annulez. Donc tous ces investissements superfétatoires, je vous invite à les arrêter. Alors, permettez-moi, évidemment, je fais appel à Cicéron, voilà, de vous donner la définition de l'inbound marketing selon la stratégie du Sherpa. Et dans quelques instants, je vous dirai pourquoi je l'ai appelé le Sherpa. Alors, j'ai trouvé une phrase de Cicéron. Si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec mes mots. C'est-à-dire que là, il y a une démarche où vous devez vous mettre à la place du client. Au lieu de faire des argumentaires et mon produit est le meilleur, etc., vivez la vie émotionnelle et rationnelle de votre client. Avec cette approche, faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher en privilégiant le désir préalablement aux besoins. Et ça, c'est la nouveauté par rapport à Kotler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne répondez qu'aux besoins, vous faites la même chose que vos concurrents. Mais si vous arrivez à percevoir le désir, ce désir va devenir un besoin. Vous savez, je me suis promené, moi, dans les grands magasins à Paris, et justement pour sentir les raisons pour lesquelles un homme ou une femme achète des produits. Eh bien, c'était il y a 1 an et demi, avant que j'écrive mon bouquin, j'étais chez Vuitton. Et je voyais des japonaises. Il y a beaucoup de japonaises qui adorent Vuitton. Et je vois une japonaise qui achète un sac Vuitton 10 000 euros. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas par besoin qu'elle achète un sac Vuitton pour 10 000 euros. Donc, il y a toute cette démarche intellectuelle à faire à comment percevoir le désir avant même le besoin. Alors, je vous mets une phrase d'un philosophe que j'ai trouvé, de Spinoza. Et vous voyez, c'est très intéressant cette phrase, elle est très emblématique. Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. Donc, mesdames et messieurs, vous le savez d'ailleurs dans votre vie privée, à partir du moment où vous désirez quelqu'un ou quelque chose, eh bien tout d'un coup, ce quelqu'un ou ce quelque chose apparaît évidemment très agréable et apparaît ou beau, ou intelligent, ou autre. Donc, c'est très important de cerner le désir, et nous allons voir comment. Alors là, j'ai mis une photo d'un packaging. Vous voyez, ça, c'est des produits Chanel. Donc aujourd'hui, les hommes ou les femmes qui travaillent dans le packaging ont un rôle éminemment important dans le domaine du luxe en particulier, où le désir, bien sûr, précède le besoin. Alors voilà. Quelles sont d'abord les obligations que l'on doit avoir, ou du moins que l'on doit s'obliger quand on veut entrer en inbound marketing, c'est-à-dire dans cette démarche qui va faire en sorte que les gens vont venir à vous sans que vous ayez à les chercher. Pour ma part, je vous suggère 4 cultures. Alors, ces 4 cultures, si vous me permettez, que ce soit d'ailleurs en France ou au Maroc, ou je crois n'importe où, c'est absolument une voie non seulement royale, mais incontournable. D'abord, l'innovation. Là, c'est un point un peu philosophique. Aujourd'hui, si vous n'innovez pas, vous mourrez.
Alors on pourrait se dire, mais pourquoi doit-on chaque fois innover? C'est la nature humaine. La nature humaine, par sa curiosité, est envie de recevoir des informations sur des prestations nouvelles, sur des produits nouveaux, sur une démarche nouvelle. Donc vous devez, à mon sens, avoir dans votre tête la démarche d'innovation. Comment? Alors, ce n'est pas de moi, je vous invite à lire un livre d'un de mes confrères qui est très très bien, qui s'appelle The Blue Ocean Strategy. C'est la stratégie de l'océan bleu. C'est-à-dire, ce monsieur Shan Kim, qui a fait cette démarche, il a imaginé de créer dans les boîtes un comité. Et je vous invite à le faire. Ce comité, il l'a appelé VIP. Avec un peu d'humour. Ce n'est pas Very Important Person, c'est Value Innovation Programme. C'est-à-dire de s'obliger dans toutes les boîtes d'avoir un comité avec différentes personnalités qui pensent 2 fois ou 3 fois par an à ce que la boîte pourrait faire comme innovation pour être pérenne et puis pour intéresser les cibles. Deuxièmement, l'obsession client. C'est la même chose. Le client est au centre de votre démarche et il y a une boîte qui s'appelle Oracle, qui je pense doit être aussi au Maroc, qui est une énorme boîte de software et qui a un truc très intéressant. Il parle de Customer Obsessed Marketing, c'est-à-dire qu'il dit si vous n'êtes pas obsédé par le client, vous n'êtes pas. Et donc d'avoir toute une politique d'organisation, de stratégie, de marketing, de commerce centrée autour du client et non pas centré autour de la société. Troisièmement, la différence. Mesdames et messieurs, je le dis souvent, que ce soit aux étudiants ou à d'autres, si vous n'êtes pas différent en marketing, vous n'êtes pas non plus. C'est-à-dire, comme disait Thomas Jefferson, qui était le président des États-Unis, donc il y a longtemps qu'il est là, il disait à ses ouailles, il disait, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur dans ce que vous faites, il faut faire ce que les autres ne font pas. Et c'est très intéressant, parce que si vous passez votre temps à chercher à être le meilleur, comme je vous l'ai dit, vous êtes fatigué. Par contre, si vous cherchez une voie de traverse, à faire quelque chose que les autres ne font pas, vous n'avez pas de la concurrence, vous n'avez pas à baisser vos prix, vous n'avez pas à vous battre de manière extrêmement fatigante, et vous êtes reconnu comme un leader dans le domaine où vous avez créé cette différence. Et Shamkin appelle ça de trouver son océan bleu par rapport à l'océan rouge. Et puis, mesdames et messieurs, ça c'est personnel. Bon, moi je trouve que si vous n'avez pas d'humour, la vie est triste. Vous devez sûrement avoir des réunions où vous devez vous faire chier, où les gens parlent toujours de la même chose, ou des vacances, ou de la vie quotidienne, ou je ne sais pas. Et alors les heures tournent et vous demandez mais comment je vais faire pour partir pour que ça fasse quand même élégant. Et puis vous attendez, puis la fatigue vous tient. Alors moi je trouve que lorsque vous avez à écrire des contenus, quel que soit d'ailleurs le sujet, ça peut être l'informatique comme les biens de consommation, soyez impertinent. Parce que là, vous apportez quelque chose tout d'un coup qui va éclairer votre visage et éclairer le visage de vos partenaires. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai l'habitude de faire des conférences un peu dans le monde entier et je me suis trouvé à faire une conférence à Boston. Bon, à Boston, dans un très bel hôtel, au Radisson. Voilà, au Radisson Hotel à Boston. Eh bien, voyez, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez sûrement été plusieurs fois dans votre vie dans un hôtel, à la porte, il y a un petit flyer comme ça. C'est ou bien vous dites, vous pouvez faire la chambre, ou bien vous ne pouvez pas. Alors, vous voyez, quelqu'un de rationnel dit, please do not disturb. Bon, ça veut dire qu'ils ont appelé un chat un chat. Je me suis trouvé à Barcelone, dans un hôtel que je ne connaissais pas, et vous voyez, pour attirer les gens. Eh bien, cet hôtel, quand ils avaient le même flyer, mais voilà, c'est écrit, je vous lis, « Do not disturb », je vous le traduis en français, « à moins qu'une femme et un homme de mes rêves arrivent ». Donc, vous voyez que c'est juste ça. Eh bien, ça vous met l'accent, ça met l'accent sur l'empathie que cet hôtel veut avoir vis-à-vis de ses clients. Et quand je regarde, faites la chambre, alors dans cet hôtel de Barcelone, je le dis, j'en fais de la pub, je fais du bon buzz, c'est Urban Hotel à Barcelone. Il y a écrit « Come in », entrée, les chers SDF, serial killers et vendeurs d'encyclopédies, s'il vous plaît, frappez à la porte avant. Et donc, vous voyez, je trouve qu'on a envie
de revenir dans cet hôtel. Alors que là, bah, ils se sont simplement donné la peine de dire n'entrez pas ou entrez faire la chambre. Donc c'est quand même un état d'esprit que je voudrais faire passer. L'impertinence, bien évidemment, bien calculée, est la création d'une relation empathique. Alors, pour arriver d'abord à être différent, parce que le point clé de ces 4 cultures, il faut bien le dire, c'est la différence. Si vous n'êtes pas différent, eh bien vous êtes anonyme. La différence crée votre personnalité, je le dis même sur le plan privé, et crée votre personnalité sur le plan de votre entreprise. Alors d'abord, je ne vais pas m'y arrêter longtemps parce que ça demanderait un développement en marketing. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse des personas, c'est-à-dire que quand vous analysez votre cible, aujourd'hui il faut l'analyser à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan rationnel. Nous avons dans l'agence que je partage comme dirigeant, et une société, enfin un client qui s'appelle Nouvelle Frontière, qui est un client assez connu dans le domaine du tourisme, eh bien vous voyez, on essaie d'analyser son comportement social, ses centres d'intérêt, son comportement média, et une chose qui est absolument indispensable, c'est son parcours digital. Si vous avez analysé le comportement de votre cible, analysez son parcours digital, faites des enquêtes, parce que c'est par Internet aujourd'hui qu'on trouve un nombre important d'informations. Alors, voilà comment on analyse aussi pour une autre boîte. XPM est le leader européen du management de transition. C'est-à-dire aujourd'hui, ça se développe énormément en France. C'est que quand vous avez besoin d'un directeur général pendant 3 mois, 6 mois, eh bien, vous pouvez faire appel à une société de management de transition. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que de savoir les questions que se pose votre cible avant même d'avoir envie de rechercher de l'information. C'est à vous d'interviewer ces gens, mais de bien savoir quelles sont les questions qu'ils se posent préalablement à la recherche d'une société. Alors voilà des exemples que l'on peut faire. Vous voyez, dans cette boîte, ils veulent s'adresser à des dirigeants opérationnels. Eh bien, dans cette boîte, ils se sont dit comment reprendre en main un projet informatique à la dérive, comment reprendre en main une production informatique, comment remplacer un directeur général. Et quand vous avez à faire un site ou quand vous avez à faire des documents, quand vous avez à envoyer des messages, reprenez les questions. Vous pouvez tout à fait bien faire une brochure ou faire un site sur lequel vous reprenez les questions et vous répondez à ces questions. Et donc ainsi, il y a une démarche interactive qui change le sempiternel, nous sommes les leaders, nous sommes les meilleurs, etc. Alors, il y a 2 méthodes pour trouver la différence. Je n'ai pas le temps de m'y appesantir aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'il y a une méthode, le mapping de positionnement, dont je suis l'auteur, et il y a une autre méthode, le canevas stratégique, et l'auteur, c'est justement Shamkin. Bon, permettez-moi de vous inviter à privilégier la première méthode par orgueil et mégalomanie. Je m'assume, et j'assume. Voilà. Donc, je me suis permis dans mon bouquin de dire le positionnement apporte au corps de l'entreprise la logique du cerveau et l'émotion du cœur. C'est pour bien lier l'émotion au rationnel. Alors, je ne vais pas m'y appesantir, il faudrait qu'on se revoie. Effectivement, il y a 4 approches pour trouver le positionnement d'une firme. Simplement de vous dire que certains privilégient un positionnement affectif, d'autres privilégient un positionnement rationnel, certains privilégient un positionnement altruiste et certains privilégient un positionnement nombriliste. Mais malheureusement, le temps qui m'est imparti fait en sorte que je n'ai pas le temps d'approfondir cette démarche, mais elle est simple. Et ça demande un atelier, comme je dis à mes clients, c'est-à-dire il faut passer une journée pour réfléchir à ce positionnement, en trouver ce qu'on appelle l'identité de marque et les valeurs qui y sont associées. Et on commence à 9 h et à 18 h, vous avez votre positionnement. Voilà. Alors, je voudrais vous citer un exemple qui est un de mes meilleurs, enfin des exemples les plus émouvants pour moi. J'ai été consulté par l'Institut hospitalier franco-britannique, qui est un hôpital à Paris, hôpital privé. Mais comme tout hôpital privé, maintenant, avec les lois en France, si vous voulez avoir des subventions comme hôpital privé, eh bien, il faut des clients. Et les clients pour un hôpital, ce sont des patients. Donc, il faut qu'ils trouvent des malades. Parce que sinon, moins de malades, ils ont moins de subventions. Vous voyez que même dans ce domaine-là, les exigences du marketing existent. Eh bien, on a travaillé avec les recherches de positionnement et on a trouvé cette phrase.
c'est la recherche de la différence. Pourquoi? Quand j'ai interviewé les dirigeants de l'Institut hospitalier franco-britannique, ils m'ont dit « Ah, il faut que vous arriviez à dire que nous sommes un hôpital qui soignons très bien. » Ben, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Je m'interroge, vous n'allez pas vendre des goodies. Donc, il faut arriver à trouver une différence. Montrer que vous avez des bons chirurgiens, de bons infirmiers, tous les hôpitaux disent la même chose. Donc, quelle est la différence? Eh bien, à force de réfléchir avec eux, j'ai trouvé cette phrase, au-delà de l'excellence de leurs soins, les équipes de l'Institut hospitalier franco-britannique développe une véritable philosophie du care, créant un climat de confiance avec chaque patient accueilli qui traduit son attachement à l'Institut. Ce qui est important là, c'est la notion de philosophie du care. C'est-à-dire que je leur ai dit, ça, ce serait bien pour être différent. C'est qu'au-delà du soin, vous vous préoccupiez du bien-être du patient qui vient à l'hôpital et qui doit retrouver quelque part une atmosphère familiale ou très personnelle. Et ça a permis, avec ce sujet qui est une différence, parce que le care, c'est une philosophie qui vient d'un penseur anglais et qui veut dire bien-être et qui veut dire justement cet aspect très personnel. Et alors, ça a permis, vous voyez, de créer ce qu'on appelle un logotype. Et la signature, dans notre jargon, c'est le slogan qui est sous le nom de marque, au-delà du soin, vous comprendre. Et donc, vous voyez que si vous passez du temps à analyser votre positionnement, eh bien, tout ce que vous allez faire est cohérent. Et là, je le dis, souvent, on vient nous voir, ah, faites-moi un logo, faites-moi un site, faites-moi ceci. Non! D'abord, pensez à votre positionnement. D'abord, pensez à la personnalité de votre firme. Et un de mes maîtres à penser, il y a un certain temps qui s'appelait Jacques Séguéla, qui était un publicitaire bien connu, disait qu'une firme doit exprimer sa personnalité, son style et son caractère. Eh bien oui, si vous avez un positionnement, vous arrivez à cela. Et alors, j'ai fait créer dans cette boîte ce que j'appelle un comité VIP, Value Innovation Programme, et je me félicite. Et je suis très heureux que la communication les a incités à avoir un programme d'engagement dont le premier, je ne sais pas ce qui se passe au Maroc, mais en France, c'est un souci, c'est au problème des urgences. Aux urgences, il y a souvent, les gens attendent. Eh bien, dans cet hôpital, j'en fais la publicité, eh bien, dans cet hôpital, vu la signature, vu le positionnement, ils se sont engagés à ce que les patients n'attendent pas plus de 2 heures aux urgences. Et quand ils ont engagé des gens, au lieu d'engager des gens, une infirmière de plus, ils ont engagé des gens au niveau des urgences. Parce que c'est au niveau des urgences en France que l'image d'un hôpital se valorise. Donc vous voyez où se niche la communication et quel est le rôle de la communication dans le comportement en interne comme en externe. Alors voilà ce qu'on appelle la charte des valeurs. Effectivement, j'ai incité l'hôpital à écrire, aussi bien en interne, on arrive là, on parle de social selling, c'est-à-dire que le comportement du personnel doit être à l'image de son positionnement. Et donc, on a écrit « Notre hôpital s'engage » avec un certain nombre d'engagements tout à fait liés au bien-être. Un exemple, peut-être que c'est une idée, mais nous sommes en train de le mettre en œuvre, vous pourriez le mettre en œuvre peut-être dans un hôpital de Casa. Eh bien, pour créer ce bien-être, nous avons créé un réseau Internet interne pour les patients, pour les malades. Et un malade qui s'ennuie dans sa chambre peut pianoter et peut trouver quelqu'un qui joue au bridge dans une autre chambre ou qui a la même passion sur la littérature ou la musique. Et donc, ce réseau interne d'hôpital est tout à fait en phase avec ce positionnement. Donc, vous voyez que c'est mon ADN. Si vous êtes excité par le fait d'être cohérent en termes de communication, commencez par analyser votre positionnement. Alors voilà, nous arrivons, mesdames et messieurs, à ce que j'ai, moi, nommé la stratégie du Sherpa. Alors pourquoi la stratégie du Sherpa? Parce qu'un Sherpa, c'est celui qui accompagne l'alpiniste dans l'Himalaya. Eh bien, vous aussi, si vous adoptez cette démarche, vous allez accompagner votre client depuis ce qu'on appelle en marketing le suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur votre site, alors là, un terme encore anglais, par sérendipité, c'est très chic de dire ça en français, ça vient du mot anglais serendipity, c'est-à-dire arriver quelque part par un hasard provoqué. Alors au départ, il est attiré,
Ensuite, il faut le séduire. Ensuite, il faut le convertir. Ensuite, attention, il ne faut rien faire sans sa permission. Ensuite, il faut conclure. Il faut bien qu'il signe un jour le contrat. Et ensuite, il faut le fidéliser. Eh bien, ces 6 étapes, je vous invite à le suivre pour entrer en inbound marketing. Donc, vous passez du suspect, celui qui ne sait pas du tout pourquoi il est là, à l'ambassadeur de votre marque. Et ça, je trouve que c'est un parcours alléchant, sympathique, qui relève d'une certaine éthique du marketing, et je vous invite à le mettre en œuvre. Alors, ne me dites pas que ça coûte cher. Ça ne coûte pas cher si on prend un certain nombre de moyens que l'on va voir. Ça peut coûter cher si on veut vraiment entrer en inbound marketing et s'imposer dans cette démarche-là. Mais moi, je me rends compte qu'avec nos clients que j'ai quelquefois pris des startups, eh bien, en commençant progressivement cette démarche, ils se sont créés une communauté d'ambassadeurs et maintenant, ils sont très successful, comme on dit. Alors, d'abord, on va passer en revue tous ces points et puis je me permettrai de vous suggérer quelques outils de communication qui permettent d'accentuer chacun des verbes. Alors le premier, vous voyez, j'ai mis une phrase de Maria Callas. Il vaut mieux, qui est une grande chanteuse d'opéra, qui était malheureuse, il vaut mieux être une bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise chanteuse d'opéra. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être très brillant dans ce que vous faites au lieu de chercher d'imiter les autres. Eh bien, voilà les outils. Pour passer de suspect à curieux, un point très important, c'est d'être conscient de votre stratégie éditoriale pour attirer. Là aussi, soyez différents et impertinents. Alors, je vais vous proposer quelques recettes que j'utilise. Alors, évidemment, vous pouvez suivre ou ne pas suivre. Si vous voulez avoir une stratégie éditoriale reconnue, eh bien, il faut essayer justement de trouver des chemins. Alors, effectivement, les 2 premiers points, c'est d'avoir un site et un blog. Et moi, je suis pour, vous voyez, comme je dis souvent chez mes clients, moi, je suis pour la démocratie directive. C'est-à-dire que je veux bien que tout le monde discute, mais à un moment donné, il faut un arbitre. Eh bien, le blog est aussi nécessaire que le site. Il y a qui disent, oui, je vais. Non, le site, souvent, est un site vitrine, ce qui est un tort. Il faut que le site soit interactif, on va voir comment. Mais le blog, c'est l'expression de votre personnalité. Alors, je vous invite à 2 principes. Le premier, interdisez-vous le verbe être. Pourquoi ? Parce que la langue française a ce charme que la grand-mère explique pourquoi il ne faut pas utiliser le verbe être. Si vous utilisez le verbe être, vous utilisez une phrase au passif. Et si la phrase est au passif, c'est que vous êtes passif. Si vous n'utilisez pas le verbe être, la phrase devient active. Et pourquoi ? Parce que vous devenez actif. Faites l'exercice. Prenez n'importe quel discours, n'importe quel mail, n'importe quel article, vous enlevez le verbe être et vous le remplacez par le verbe d'action. Vous verrez le résultat, vous apparaîtrez comme quelqu'un de dynamique. Et le deuxième point, c'est, maintenant c'est très à la mode, utiliser le storytelling, c'est-à-dire oubliez le nous, oubliez le vous et dites je, mettez-vous à la place du client. Vous verrez comment ça va changer la vie. Alors, faites le site et un blog, le reste, à vous de voir si vous avez les moyens. Je vais poursuivre pour rester dans les temps. Deuxième, alors, j'aime bien ce site, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est exactement ce que je vous suggère de faire. Alors, il y a un mot, mesdames et messieurs, alors je ne sais pas si vous allez... J'ai envie, non, je ne l'ai pas là. Celui qui va me répondre aura un petit cadeau. Je vais être franc. J'ai une amie qui a fait une chanson, qui était une de mes meilleures amies. Et la pauvre, elle a fait un disque, une chanson. Et puis, elle a eu un succès fou. Et puis, elle n'a pas fait une deuxième chanson. Alors, elle m'a donné 3000 CD de sa chanson parce que plus personne ne veut l'acheter. Mais peut-être que ceux qui ont quelques années de plus ont eu connaissance. Je vais demander, Marc, tu peux m'apporter le sac rouge ? Le sac rouge. Là où était mon ordi. Le sac rouge, juste derrière. Oui, allez, il arrive. Voilà. Il arrive. Parce que je vais vous montrer, comme je ne veux pas qu'elle tombe en dépression, j'ai décidé d'offrir les CD à ceux qui vont bien me répondre. Si je ne tombe pas avec le voilà. valise, parce que sinon je les casse en direct. Elle va être contente. Allez. Ma chère amie. Alors, elle a eu un succès fou. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour ouvrir le... Je pense que c'est là. Voilà. Est-ce que quelqu'un se rappelle avoir entendu un jour une chanson de Caroline Loeb ? Oui.
Qui a dit oui? Enfin, en régie, on les Mais pas en régie, mais là, dans la salle. Alors, soyez pas timides, mesdames et Alors, messieurs. parfait. Caroline Loeb, Tant est-ce pis, qu'elle alors, a... je vais poser la question marketing, parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de Caroline Loeb, j'allais dire ma chérie, elle est superbe cette fille, mais elle n'a plus vendu un seul disque. Alors, Le point important, quand vous faites un site, c'est l'obligation de mettre en avant le CTA. Qui sait ce que veut dire CTA? Monsieur? Monsieur a raison. Alors, monsieur, vous avez alors le plaisir d'écouter, j'espère, toutes les nuits et tous les jours. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la chanson C'est la Watt? Voilà. c'est la Eh Watt ben, qu'elle préfère. mais voilà. Alors, monsieur, je vous offre. Elle n'en vend plus, mais peut-être que vous allez aimer. C'est la Watt de Caroline Loeb, qui maintenant fait du théâtre, d'ailleurs. Bon, elle ne fait plus les chansons. Voilà. Eh bien, je vois qu'en régie, on était très versé en musique. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez plus, je vous le dis, je suis pour la démocratie directive, vous ne pouvez plus faire un site sans CTA, c'est-à-dire sans call to action. Un site, ce n'est pas une vitrine. Un site, c'est le démarrage d'une relation. Et pourquoi j'ai mis en avant ce site qui me paraît très bien? Parce que regardez à droite, il y a plein de CTA. Contactez-nous, appelez-nous, écrivez-nous. Et même un truc qui est très intelligent, live chat, c'est-à-dire qu'on peut dialoguer en direct avec quelqu'un de ce site qui peut répondre immédiatement, soit par téléphone, soit en écrivant. Donc, le CTA est une obligation, je dirais, marketing. Voilà un autre CTA, CTA oblige. Il faut toujours dans vos sites ou dans vos blogs que les gens aient l'idée, l'envie de pouvoir cliquer pour avoir une relation avec vous. Et pour le blog, vous voyez, ça c'est, nous avons, voilà, dans notre société, nous travaillons pour commentrémunérer.com. Ils ne travaillent que les blogs, et puis tous les jours, il y a un article qui paraît, mais vous pouvez faire paraître toutes les semaines, tous les mois, et ça permet d'avoir une relation. Voilà, moi-même, j'écris dans le blog de notre société. Voilà, vous pouvez aller sur le site 1 minute 30 et vous verrez tous les collaborateurs ont l'obligation d'écrire une fois par 15 jours un message, un article pour inciter les gens à appeler notre société. Voilà, vous voyez, inbound marketing, soyez obsédés par vos clients, ou bien, voyez, moi et moi, comment valoriser l'ego de votre client. Alors, séduire, mesdames et messieurs. C'est même un acte de vie, la séduction. Je me demande même si on devait donner du sens à sa vie, souvent le terme de séduction devrait émerger très vite. On passe son temps soit à séduire, soit à être séduit. Et c'est merveilleux, parce que c'est quand même un des moments clés de notre vie. Eh bien, en marketing, c'est la même chose. Il faut, mesdames et messieurs, créer l'imprévu. Alors, vous voyez, j'avais mis une phrase de Karl Lagerfeld, justement pour l'impertinence et l'imprévu. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. Je vous laisse méditer cette pensée profonde. Alors voilà, si vous voulez bien me suivre, je vous invite à adopter dans votre vie privée, comme dans votre vie professionnelle, ces 4 valeurs du désir. Et si vous les adoptez, je vais être un peu peut-être directif, vous sortez de l'anonymat et vous séduisez. Alors, pratiquez l'humour. Moi, j'estime que c'est indispensable. Arrêtez d'être chiant. Et il faut sortir de cette linéarité, des mots convenus, des attitudes que l'on pressent avant même de les percevoir. Je suis certain, vous allez à des soirées, vous savez très bien comment ça va se passer. Et puis il va y avoir un repas, et puis vous allez partir, et vous allez vous ennuyer. Pratiquer l'humour. Le verbe est important parce que c'est pas avoir un sens de l'humour. Pratiquer l'humour, ça demande de lire, de regarder, de s'inspirer de ce que font d'autres, et surtout d'avoir un regard décalé. Deuxièmement, créer l'intrigue. Même en marketing, justement, au lieu de tout expliquer, d'aller de A jusqu'à Z, si vous voulez attirer les gens sans aller les chercher, ne leur donnez pas tout. Allez de A à X, et puis de X à Y, c'est eux qui doivent faire le premier pas. Ensuite, provoquer l'inattendu. Fabuleux l'inattendu. N'attendez pas le 31 décembre pour imaginer qu'il va se passer quelque chose.
Provoquer l'inattendu en marketing, c'est créer justement une relation qui fait que les gens se disent « mais qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous » Et ça incite évidemment à aller voir la société. Moi, je vous donne un exemple personnel. À Paris, il y a une place, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah tiens, je vais encore donner un cadeau. Ah, elle va être contente, ma copine. Je vais vous donner l'endroit où je demande aux gens de venir me retrouver. Ah mais non, j'ai plus de disques, tant pis. Ça sera uniquement pour le fun. Je propose souvent à des amis ou à des gens que je connais moins bien, au lieu de dire « bon, ben, venez chez moi, nous allons boire un peu », je dis « rendez-vous place de Fürstenberg ». Est-ce que quelqu'un qui a été à Paris connaît la place de Fürstenberg? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la plus belle place du monde. Elle est toute petite, mais il n'y a pas de place plus romantique que cette place. Alors imaginez que les gens viennent d'abord place de Fürstenberg, je leur montre la place, je leur montre le charme de cette place, et ensuite on va boire ou dîner. Provoquer l'inattendu. L'inattendu est un acte relationnel qui va créer l'empathie. Et en marketing, c'est la même chose. C'est que, par exemple, la société... une société des camions Renault nous avait confié aussi le fait de faire du street marketing, c'est-à-dire que nous avons exposé des camions en plein Lyon d'une manière ludique, comme si c'était du street art, et évidemment, ça a créé une émotion et un regard différent. Ensuite, susciter la séduction, eh bien, effectivement, il faut créer une sorte d'empathie par l'attention que vous portez à votre client et par un regard différent sur vos produits. Donc, si pour me résumer, si vous voulez bien agréer cette démarche, l'humour, l'intrigue, l'inattendu et la séduction, et vous voilà parti pour séduire vos clients. Alors, je vous donne des nouvelles démarches de création où justement l'inattendu fait partie. Et aujourd'hui, c'est très à la mode. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, ce que les Américains parlent flow-some. Flow-some vient de deux mots. Du mot flow, qui veut dire défaut. Et somme qui vient de awesome, c'est merveilleux d'avoir des défauts. En France, je ne sais pas si au Maroc c'est le cas, il y a une société qui s'appelle Mythique qui permet aux gens de se rencontrer. Eh bien, Mythique a fait une campagne de publicité en disant « aimez vos défauts ». Un autre exemple que j'ai trouvé qui a eu le grand prix de la publicité en France, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes moches. Eh ben, on ne s'attendait pas à ce type d'approche. Ça a eu un succès fou. Bon, ce qu'on appelle aujourd'hui des webzines, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir à faire des journaux d'entreprise, vous pouvez très bien les faire sur Internet. Ou alors des jeux pour attirer les gens. Convertir. Alors, je vous fais une phrase de Jeff Bezos. Si vous voulez construire une très belle expérience client, eh bien, parlez aux uns et aux autres. Effectivement, le buzz est un outil formidable. Eh bien, voilà, il y a une chose qui est très importante. Comment voulez-vous attirer les gens sans avoir à aller les chercher? Eh bien, par un mot, ce sont les Anglais qui ont trouvé ça. Ils ont appelé ça « the bait policy ». Bait, B-A-I-T, qui est un terme de pêche, c'est-à-dire qui est un appât. Eh bien, il faut trouver des appâts, parce que si vous n'avez pas d'appât, vous ne les attirez pas. Alors, quels sont tous les types d'appâts? Eh bien, à vous de les trouver. Il y en a en général ce qu'on appelle des livres blancs, de l'infographie, des best practices, des conventions, des petits déjeuners. À vous d'imaginer une stratégie d'appât. Alors voilà, nous faisons ça, parce qu'au-delà, ça c'est pour un client dans le domaine du recouvrement de créances, eh bien, on fait ce qu'on appelle des landing pages. C'est-à-dire qu'on envoie sur Internet des propositions de ce type qui fait que les gens, à la fin, peuvent télécharger un petit document qui s'appelle « Faites confiance à des experts » qui sont les 10 principes de recouvrer l'argent. Et alors, ce qui est intéressant, et je pense que les boîtes digitales doivent me comprendre, c'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. C'est-à-dire que sur l'ordinateur, vous pouvez tester plusieurs accroches, tester plusieurs visuels, tester plusieurs écrits, et vous gardez celui qui est le plus performant. Donc, effectivement, bon, je ne vais pas vous le distribuer, mais sur la même base de ça, j'ai imaginé différents visuels pour les tester. Et ça ne coûte rien de les tester. Ça permet simplement de reconnaître quel est le visuel, quelle est l'accroche, quel est le texte qui est le plus performant. Vous avez aussi la possibilité d'être impertinent tout en étant une société très sérieuse. Je fais exprès ça que nous venons de créer. C'est une société
c'est toujours la société Dorman, qui est une boîte de recouvrement de créances. C'est pas rigolo le recouvrement de créances, c'est d'aller chez le débiteur pour lui réclamer de l'argent. Eh bien, nous avons imaginé un bestiaire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte des différentes thématiques qu'utilise le débiteur, qui souvent, certains disent « je vous paierai demain ». Je vous paierai demain, mais bien sûr que je vous paierai demain, je vous paierai demain. Et on l'a identifié à un perroquet. Donc vous voyez qu'en utilisant l'impertinence, vous pouvez être très sérieux et tout en étant différent. Permettre, alors ça c'est Seth Godin, c'est celui, je dirais, le créateur d'un livre qui s'appelle Le marketing de la permission, The Permission Marketing, et qui a dit « n'envoyez de messages qu'à ceux qui vous en ont donné la permission ». Et donc, pour cela, il faut évangéliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas convaincre, mais influencer, et à vous de trouver l'art et la manière. Alors, il y a un truc qui marche très bien en France, c'est le webinar, c'est-à-dire un séminaire en ligne. Vous n'avez pas besoin de louer de salle, vous n'avez pas besoin de mettre des frais importants pour une réunion, vous faites la réunion par Internet. Bon, voilà une société que nous avons utilisée. Et bien, vous voyez, moi, j'ai raconté ma vie sur Internet, sur l'inbound marketing, et à gauche, les gens ont posé des questions, et j'ai répondu à la fin du séminaire. Ça coûte en tout et pour tout, avec ce prestataire, 400 €. Et bien, pour 400 €, vous avez une réunion, et je dois dire avec plaisir, à ce séminaire, j'ai eu 650 personnes qui ont assisté de chez eux. Donc, vous voyez qu'il y a des outils performants pour assurer ce type de prestations. Alors, il y a aussi les relations publiques. Si vous voulez m'en croire, aujourd'hui, si vous voulez entrer en inbound marketing, il y a 3 médias essentiels. À 70%, 70 ou 80, 70% le digital, 20% les relations presse, 10% les relations publiques. Et quand vous mixez ces 3 médias et que vous les rendez complémentaires, vous avez du succès. Alors voilà, j'étais l'agence d'un hôtel où il n'y avait pas assez de monde, la Villa Maillot, très bel hôtel. Eh bien, nous avons créé une série de relations publiques, de cocktails, et nous avons effectivement offert à un certain nombre de clients, soit une chambre gratuite une nuit, soit des cocktails, mais ça a permis d'avoir sur les réseaux sociaux de l'information qualitative. Et puis, conclure, alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Les Bronzés. Dans Les Bronzés, il y a Jean-Claude Duss qui dit « Je crois que je vais conclure ». Voilà, donc j'ai mis cette phrase, et effectivement, la conclusion, c'est ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez capté un prospect, eh ben, il faut, je dirais, le suivre, il faut le rendre intéressé par votre message, et donc il y a une série d'actions qui se mettent en œuvre. Et il y a un point clé, c'est aujourd'hui le marketing automation, c'est-à-dire si vous avez déjà capté quelqu'un qui est intéressé par un livre blanc, qui est intéressé par une infographie, vous avez à trouver la suite, c'est-à-dire un certain nombre de scénarios. Et au lieu de vous taper ces scénarios tout seul, vous avez des outils qu'on appelle du marketing automation. Il y a des grandes sociétés qui font ça très bien et qui, à partir du moment où on met dans le CRM la société qui a été intéressée par tel ou tel appât, eh bien, il y a des scénarios qui se mettent en œuvre naturellement. Alors, les relations publiques, comme j'ai dit, voilà une société allemande qui venait de s'installer en France, un imprimeur. Eh bien, nous avons créé pour lui ce Creative Award, c'est-à-dire qu'on a récompensé des créatifs parce que, bon, effectivement, cette société voulait se faire connaître comme imprimeur et s'associer au monde de la création. Mais communiquer, c'est vendre. Parce que ce qu'on me reproche de temps en temps, avec raison, c'est-à-dire c'est bien joli l'inbound marketing, mais quand est-ce que je vais vendre? C'est bien joli d'attirer, de séduire. Alors effectivement, il faut avoir une stratégie de vente qui vient de ce qu'on appelle un tableau de bord. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de tableau de bord, oubliez l'inbound. Il faut qu'il y ait un jugement. Il faut que ce inbound serve à quelque chose et à vous de trouver ce qu'on appelle les KPIs, c'est-à-dire les indicateurs de performance qui vous permettent de suivre votre activité. Voilà, je vous laisse lire ces différentes étapes. Il faut cibler, mettre en œuvre un logiciel de marketing automation, mettre tous vos clients, vos prospects dans un CRM et ensuite procéder à les suivre selon le lead management. Alors voilà un exemple d'un de mes fournisseurs qui a un tableau de bord concernant le marketing automation. Et voilà un exemple d'une société avec qui je travaille qui a utilisé cette approche et j'ai trouvé très performant. Vous voyez, si vous voulez suivre
un prospect. Cette boîte est une boîte qui fait des réseaux sociaux internes. Donc ils m'ont envoyé un jour, comme ça, par sérendipité, ce premier email en disant « Êtes-vous intéressé par ce success case, en fait, ce cas d'entreprise ?» Je dis « Oui », alors j'ai téléchargé. Ah, j'étais déjà un prospect intéressant. Ensuite, voilà, votre demande a été prise en compte, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu le droit de télécharger ce cas. Ensuite, ils m'ont dit « Mais le lendemain, ne seriez-vous pas intéressé par une vidéo sur un thème similaire ?» Ah, j'ai été intéressé. Donc, j'ai téléchargé la vidéo. Ah, mais pour eux, c'était intéressant. J'ai téléchargé un livre blanc, enfin, un cas d'entreprise, et j'ai téléchargé une vidéo. Ça veut dire que j'ai peut-être un besoin. Et à ce moment-là, ils m'ont envoyé un dernier email en disant « Souhaiteriez-vous être contacté par nous pour prendre rendez-vous ?» Regardez la permission et la politesse. Je n'ai pas été harcelé, on ne m'a pas appelé, mais à la suite du fait que j'ai téléchargé 2 appâts, ils ont estimé à raison que j'étais intéressé par leur boîte. Eh bien, c'est ça que je vous suggère de faire. Alors, on finit par la fidélisation, par Steve Jobs, personnage mythique. Le rêve de vos clients est une vie meilleure et plus heureuse. Il a tout à fait raison. Et je terminerai d'ailleurs par le sens du bonheur. Eh bien, pour ça, vous avez à mettre en œuvre des actions privilèges, à vous attacher 2 cibles prioritaires pour moi, les ambassadeurs et les early adopters. Alors voilà un réseau social, c'est un des réseaux pour lequel, avec qui d'ailleurs je travaille, enfin, cette société avec qui je travaille, pour mettre ce réseau social dans cet hôpital, par exemple, pour que les patients puissent avoir une vie différente selon leur style de vie. Un exemple que je montre souvent, qui a eu un grand succès, Exis est une société qui vend du vinyle. Le grand concurrent de Exis, c'est 3M, et le vinyle est utilisé pour les imprimeurs. Eh bien, pour lutter contre 3M, qui est une firme américaine, eh bien, qu'est-ce que j'ai suggéré pour les early adopters, ceux qui venaient juste de signer avec cette boîte? Au lieu d'envoyer un catalogue supplémentaire, au lieu de leur envoyer un discount, au lieu de leur envoyer une remise, je leur ai envoyé une bouteille du muscat de Frontignan. Pourquoi? Parce que les clients, enfin, je veux dire, la société Exis a ses usines à Frontignan. Donc, d'une manière indirecte, elle montrait qu'elle était française, que sa fabrication était en Europe, et que donc, elle voulait créer un lien avec les early adopters. C'est toute cette politique, vous avez eu raison de nous faire confiance, et au lieu d'envoyer un catalogue, on a envoyé une bouteille de vin. Donc vous voyez que l'aspect émotionnel et l'aspect rationnel doivent mixer. Alors, j'en arrive à la fin, mesdames et messieurs, je respecte d'ailleurs à la minute près mon horaire. Le nouveau modèle économique sera fondé sur le partage et les communautés collaboratives. Cette phrase est de Jeremy Rifkin, qui a écrit un très très bon bouquin, La 3e révolution industrielle, c'est un Américain. Eh bien, il veut montrer par là, et je crois que partout dans le monde, on va dans cette approche. C'est ce qu'on appelle the sharing economy. Nous sommes entrés dans l'économie du partage, que vous le vouliez ou non, du fait d'Internet. Les gens partagent des informations. Et vous voyez, je vous le dis, si vous souhaitez avoir ma présentation, ben, je vais la remettre à l'organisation, et toute personne qui veut ma présentation peut l'avoir immédiatement, parce que j'estime que nous sommes à l'heure du partage et que ce n'est pas en partageant d'informations que je vais transmettre des secrets. Au contraire, c'est par l'échange, c'est par leur relation, et on va entrer, et je vous invite à le faire, avec vos clients, on va entrer dans cette ère de la co-création. C'est-à-dire, vous n'allez pas créer tout seul, et plus vous co-créez avec vos clients, plus vous créez des ambassadeurs. Donc, ce que dit Rifkin est extrêmement judicieux. Nous sommes entrés dans l'ère du partage et des communautés collaboratives. Alors, je vais vous inviter, bien sûr, à adopter l'inbound marketing sans que cela soit une voie unique. Moi-même, je fais de l'inbound et de l'outbound. Quand je vois que quelqu'un a été intéressé par un livre blanc, par une infographie, par un article, par un séminaire que j'ai fait, eh bien, il m'arrive de prendre mon téléphone, si la personne ne m'appelle pas, pour dire « je me suis aperçu que vous êtes intéressé par ces éléments-là, pouvons-nous nous rencontrer ?» Donc, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Sachons effectivement mixer l'inbound et l'outbound. Et pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que je veux vous montrer quelle est la voie aujourd'hui que prennent les sociétés. Et souvent, on imite, ou du moins on se réfère aux États-Unis.
Eh bien, regardez, cette année, j'étais à l'Inbound Marketing Convention, que fait tous les ans maintenant Brian Halligan, qui est le père, le pionnier de l'inbound marketing. Eh bien, il y a eu 19 000 personnes au mois de novembre dernier à Boston, dans un amphithéâtre extraordinaire. Et effectivement, chaque année, il y a de plus en plus de monde. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, la voie est prise. En France, il y a aujourd'hui de plus en plus d'agences de communication en inbound marketing et de plus en plus de sociétés qui, justement, adoptent l'inbound marketing, soit parce qu'ils n'ont pas des investissements énormes, soit justement parce qu'ils en ont, pour changer l'état d'esprit de la société en elle-même et vis-à-vis des autres. Alors, mesdames et messieurs, j'arrive à la fin de mon intervention. Et je voudrais un peu d'élever le débat, parce que vous voyez quelque part, l'inbound marketing, c'est aussi une forme de recherche de bonheur au sein de l'entreprise. Partager, partager, partager. Mais le bonheur, c'est encore quelque chose de plus... Certains disent que c'est inaccessible. C'est tout à fait accessible si vous suivez une phrase d'Oscar Wilde. Oscar Wilde a une phrase magnifique sur le bonheur. Il a dit « Le bonheur, ce n'est pas d'abord une station de train que l'on atteint, ce n'est pas une destination, c'est avant tout une certaine façon de voyager. » Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi ce soir à Casablanca de vous souhaiter bon voyage. Bah, bon voyage, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on se connaît un petit peu, et Gabriel, c'est vraiment une star. Alors, son livre, hein, vraiment, je ne sais pas si tu en as amené quelques exemplaires. Non, parce que l'homme n'est pas venu pour faire ça. Voilà, mon éditeur a oublié de me les voilà, fournir. Les fournir. En tout cas, je vous recommande vraiment fortement la lecture de celui-ci. Un petit bouquin qui va sortir en fin d'année aux éditions Erol, je crois, le meilleur éditeur économique. Un mot, c'est le moment de faire un peu de promo, tu en as pas fait beaucoup. Hein? Donc mon éditeur, voyant la bonne démarche, enfin le succès de ce livre, m'a demandé de faire une suite. Et comme ce livre parle, comme vous l'avez vu, de concept, eh bien le prochain bouquin s'appellera L'Inbound Marketing au quotidien. C'est toutes les recettes, c'est toutes les actions dans le concret que je me permettrai de vous suggérer. Allez, il s'appelle Gabriel Shapiro, l'Inbound Marketing, son agence, une minute aussi, un mot quand même hein, sur l'agence. Alors, l'agence où je suis le directeur de stratégie s'appelle 1 minute 30, vous pouvez voir ça sur le net. Et pourquoi 1 minute 30 ? Parce que le PDG de cette société a dit que sur Internet, il faut 1 minute 30 pour convaincre. Merci. Mesdames et messieurs, on se quitte en musique. Francky, Gabriel Shapiro et tout de suite l'inauguration officielle de Planète Entreprise. Reste avec nous, c'est dans quelques instants. À tout de suite, je compte sur vous. Merci.